Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. Le thème du jour, recruter à distance. Pour cette séance, je serai votre intervenante exclusive. Et pour ma part, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Catherine Guyonnet, directrice de la direction innovation, offre de services aux entreprises et aux actifs au sein d'Ocapiat. Au menu, pour ce thème, nous aurons des éléments de contexte, puis une définition de quoi parlons-nous quand on évoque le terme de recrutement à distance. Nous ferons un point sur la démarche de recrutement dans sa globalité et puis des zooms sur les étapes clés du recrutement, analyse du besoin, communication sourcing, présélection, sélection, décision, intégration avec ce regard de présentiel-distanciel. Avec des invitations à aller plus loin. Nous parlerons aussi des leviers et des freins pour benchmarker sur des retours d'expérience avec des recommandations, les avantages, les inconvénients repérés, quelques bonnes pratiques avec des illustrations. Et l'objectif étant pratico-pratique, des annexes assez conséquentes, mais ayant l'objectif de vous outiller et nous partageons avec vous des outils repères. Premier chapitre donc, des éléments de contexte. Ce qu'il faut se dire, c'est que le recrutement est un sujet vivant et constamment en évolution avec le contexte économique, social et sociétal. Quand on parle de recruter, on parle d'attirer, intégrer, fidéliser des nouvelles compétences. C'est une action qui doit répondre aux besoins des entreprises et servir sa stratégie. C'est une action qui doit continuellement s'adapter à l'environnement comme exposé plus en amont pour qu'elle soit pertinente. D'ailleurs, cette petite frise de vignettes montre cette évolution que nous avons su mener avec début du siècle le concept du marché du recrutement qui arrive avec cette ère industrielle où il faut rapidement recruter des travailleurs et de la main-d'œuvre. 1946, le concept de chasse de tête, issu d'un consultant américain en 1946, qui a donné le là à cette ère des cabinets de recrutement et de chasseurs de tête. Dans les années 80-90, l'explosion des approches en psychanalyse, en psychologie, plus exactement psychologie cognitive, l'ère de l'ARH, qui donne lieu à une période forte en recrutement par des tests de personnalité. Et en 2000, nous serons dans l'ère du sourcing. Cette ère du sourcing qui amènera à se poser la question de la professionnalisation des étapes de recrutement. Et en tendance actuelle, nous pouvons repérer l'impact de la révolution numérique, donc la digitalisation des différentes étapes du recrutement, ainsi que l'importance de la marque employeur, ceci étant lié au sujet d'attractivité des métiers, aux difficultés de recrutement. Quel est le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui? Le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est la nécessité de penser l'activité complètement en distanciel. Alors, on va se poser la question sur le recrutement, comme on a pu se poser la question sur toutes les activités RH, comme la formation, le développement des compétences, par exemple. Pourquoi on se pose la question? Parce que cette année a été riche en événements, des grèves, des mouvements sociaux, le coronavirus, même si on parle de reprise, on parle de ses conséquences et de la manière dont on va reprendre les activités présentielles. Et donc, ce présentiel aujourd'hui est remis en cause. Donc, comment repenser ces activités professionnelles à distance qui sont en même temps une obligation pour le maintien de l'équilibre économique, social et sociétal? Quelle déclinaison pour le recrutement? Est-ce possible? Quelle possible? Quelle opportunité? Soyons optimistes. En deuxième chapitre, nous allons essayer d'apporter une définition sur le recrutement à distance pour savoir de quoi on parle. Le recrutement à distance, de quoi parlons-nous? C'est important d'en avoir le cadre et je vous propose la définition suivante. Si par recruter, il s'agit d'attirer, intégrer et fidéliser des nouvelles compétences,
il s'agit aussi de les penser avec de nouvelles modalités. Des modalités qui dispensent de toute présence physique le candidat, le recruteur, l'équipe d'accueil. L'équipe d'accueil, on pense aux collaborateurs, aux pairs, aux managers de proximité. Des modalités qui ne nécessitent pas de déplacement au sein d'une organisation, on pensera bien sûr l'entreprise. Des modalités qui aboutissent au même formalisme, droits et obligations que les recrutements présentiels. Des modalités qui sont structurées et encadrées, d'où la nécessité de respecter les étapes clés d'un recrutement. Alors, je souhaitais évoquer deux pièges. Le piège est de réduire la distance à une distance géographique, parce qu'elle est également temporelle, sociale, culturelle, économique et technique, donc elle décale la relation aux autres. Cette distance est une séparation, elle éloigne les individus, les institutions, ce qui a un impact sur les profils recherchés, les compétences recherchées. Il convient aussi de ne pas confondre la distance physique et la distance humaine. Ce n'est pas parce qu'on travaillera souvent avec des outils digitaux qu'il ne faut pas une présence humaine et la réhabiliter à travers la toile. Bien sûr, cela nécessite un repositionnement de cette présence humaine pour sécuriser la qualité des échanges, et c'est cette qualité des échanges qui sécurisera la qualité des recrutements et de l'intégration dans l'entreprise. Alors, on y verra de notre côté l'opportunité d'un nouvel espace, d'un nouveau terrain de jeu qu'il convient de créer, de repenser qualitativement. C'est un défi important marqué par notre actualité, comme j'ai pu le signaler en introduction, et avec une pluralité des possibles grâce à l'apport du digital. Je dis grâce parce qu'il offre une palette d'outils, de possibilités, d'interactions impensables, mais qu'il convient de penser à une juste place et qui doit être aussi dédramatisé, notamment pour les petites structures, les TPE, nos moins de 11 salariés, qui parfois s'imaginent à tort que se digitaliser l'activité, notamment quand on passe au recrutement, est une histoire de grands groupes avec des solutions inaccessibles. J'espère démystifier ce point-là. Quand on pense recrutement à distance, il faut bien ancrer la méthodologie, les différentes étapes du recrutement, car plus on est en distance, plus elle suppose de la rigueur. Alors, faisons le point des fondamentaux. Quand on parle de recrutement, d'action à mener pour le recruteur, il faut savoir cibler ses besoins, les repérer, bien les identifier, communiquer, sourcer. Il faut savoir attirer, capter le candidat, être transparent dans l'information, savoir le sélectionner et puis le fidéliser pour un investissement dans les compétences avec un bon niveau d'optimisation. Connaissons le coût d'un recrutement non pertinent, raté, si je puis dire. Dans ces actions, si on devait identifier 6 phases, ça pourrait être celle-ci. D'abord, un bon ciblage avec une bonne analyse des besoins. Penser communication avec l'époque moderne, donc les outils digitaux, la présélection, l'évaluation qui va vous amener la décision et l'intégration dans l'entreprise. Chaque étape doit être professionnellement menée. On pourra se poser de quelle modalité distancielle à chaque étape. Nous verrons que certaines ne l'impliquent pas de la même manière. Le premier pas vers le distanciel, c'est l'apport du digital qui change la donne. Au-delà des annonces, des logiques d'échange téléphonique, de mails, aujourd'hui s'offre une palette d'outils, ne serait-ce qu'avec les visios, des espaces collaboratifs qui vont permettre d'avoir des interactions
riche, mais tous ces outils vont nécessiter une bonne attention des usages. Ce n'est pas parce qu'on est très outillé que la démarche de recrutement sera qualitative. Il est donc nécessaire de faire de bons choix, de retenir les bonnes options en fonction de ses cibles et de ses objectifs, de faire attention surtout à sa e-réputation, parce que plus vous interagirez à travers la toile, plus les données seront visibles et doivent être transparentes, actualisées, dynamiques, suivies. Et donc, il y a un gage de qualité. Et la qualité est un élément important pour réussir votre démarche de recrutement. Alors hier, nous étions dans un système petite annonce en distanciel. Aujourd'hui, eh bien, quand je parlais de palette d'outils, on va parler de sites d'emploi. Certains sont généralistes, certains sont spécialisés. On peut citer Alimétier, Job Alim dans le secteur que nous représentons de l'agriculture et de la transformation alimentaire à titre d'exemple. Des sites carrières, des CVTech, on peut parler des CVTech de Pôle emploi, de l'APEC par exemple, de la PECITA, pour faire référence également à notre monde agricole. On peut aussi user des solutions de type MOOC, ces cours en ligne, ces promos en ligne que l'on utilise au-delà de la formation pour orienter, repérer, recruter, l'usage de Serious Game, les réseaux sociaux. Alors, à cette heure de coronavirus, parler de salons et de forums professionnels invite à la prudence, bien sûr. Quoique se développent des options de forum par la toile également. Et puis, très utilisé dans le milieu anglo-saxon, venant en France, la démarche de cooptation. Donc, nous verrons qu'à travers ces évolutions, au cœur de l'emploi, nous allons retrouver une démarche de e-recrutement, du recrutement en ligne, du recrutement virtuel, qui amène déjà cette notion de distance pour optimiser parfois les coûts d'un recrutement présentiel ou d'une lourdeur, puisqu'il amène plus de fluidité, de rapidité. Et on sait très bien que l'ère des recrutements amène aujourd'hui à raccourcir les différentes étapes. Les recrutements qui pouvaient durer plusieurs semaines, voire parfois plusieurs mois. C'est l'opportunité avec le digital d'avoir des circuits plus courts. Et en amenant ces circuits plus courts, ça a amené cette notion de recrutement distanciel. Cette formule de recrutement amène de nouvelles compétences, nécessite de nouvelles compétences pour le recruteur qui devra travailler davantage sur le web pour attirer, évaluer et embaucher de nouveaux collaborateurs. S'impose à lui de nouveaux outils comme les différents signes de recrutement. Si on les liste simplement, nous trouverons une dizaine de sites francophones qui donnent la possibilité de postuler en ligne. Les sites traditionnels, j'ai cité tout à l'heure l'APEC et Pôle emploi, de nouveaux recruteurs, plateformes de recrutement, avec Monster, Cadre Emploi, Région Job, Carrière Online, des sites également de nouvelle génération qui développent des logiques et des concepts sous-jacents comme le bonheur, l'engagement au job de rêve avec ma Beautiful Job, l'adéquat job, etc. Et puis, n'oublions pas les réseaux sociaux, des réseaux sociaux professionnels comme Viadeo, LinkedIn, ou plus grand public comme Facebook, Twitter. Je citerai également Le Bon Coin, qui est une plateforme finalement de recrutement de proximité qui se montre actuellement présent sur ce marché du recrutement. Alors, ce e-recrutement, ce recrutement à distance qui utilise cette base digitale,
Tout autour des offres d'emploi, on travaille avec les outils de la mobilité, les téléphones portables, les sites carrières, des objets comme les MOOC. On passe des entretiens digitales, on est sur le web. Cela signifie qu'il va y avoir une ampleur haute autour du recrutement. On va pouvoir travailler sa communication. Il y a une résonance marketing dans cette approche-là. Et c'est important d'y faire attention parce que ça peut avoir un impact sur sa marque employeur. Et aussi, l'objectif, n'oublions pas, c'est surtout d'agir pour le bien de l'entreprise sur des sujets de déficit d'image, de déficit de main-d'œuvre, d'attractivité. J'ai parlé de la marque employeur, mais c'est aussi montrer sa maturité sur la digitalisation de ses activités, notamment là pour le coup en termes d'activité RH. Cela témoigne du dynamisme de l'entreprise et de sa modernité, sa capacité à entrer dans la transition numérique. Cela est un gage aussi de sa compétitivité durable, pérenne. Et c'est l'opportunité d'agir le sourcing qui est parfois une tâche chronophage et ces outils espèrent en tout cas alléger. Donc c'est une opportunité si on anticipe ces notions-là. Ça peut être un risque si on ne l'anticipe pas, puisqu'au-delà du recrutement, on est dans une sphère de communication, de marketing, d'image de l'entreprise. Nécessite donc attention. Comme j'ai pu l'évoquer en préambule, il est important d'avoir une méthode bien bordée, rigoureusement suivie, et d'autant plus que le présentiel s'effiloche, parce que vous n'aurez pas forcément de point de repère. Quand on agit à travers le web ou à distance, les notions, les suivis, les points de repère peuvent échapper. Les délais de réponse nécessitent souvent beaucoup de réactivité. Donc, il faut être imparable sur votre architecture, la manière dont vous pensez votre processus de recrutement. Alors, l'idée, ce n'est pas de le détailler, on n'est pas forcément dans ce thème-là à travers ce webinaire, mais d'y penser. Donc, cette slide a l'objectif d'être un mémo. Chaque étape pourrait faire l'objet d'un webinaire. Donc, pensez à formaliser votre processus de recrutement, d'analyser votre besoin, d'être dans une logique de binôme gagnant-gagnant et de considérer votre futur candidat comme un client avec toute l'attention et la recherche de satisfaction pour que vous sachiez le capter et le fidéliser. Sachez proposer une offre attractive, faire preuve de transparence et d'authenticité. Faire en sorte que vos collaborateurs soient ambassadeurs de votre démarche, d'utiliser pour capter plus large les outils de la mobilité, comme le portable. Pour les grandes entreprises, l'usage d'intelligence artificielle vous permettra d'avoir des feedbacks sur des tris de candidatures, notamment quand elles sont massives. Je le signale parce que ce webinaire a vocation à être sur un large public, de la très petite entreprise au grand groupe. Cela suppose d'avoir une communication parfois décalée, mais en connaissance de cause pour capter les talents qui feront la différence sur votre marché. Et surtout, ne pas oublier de soigner l'intégration et notamment en cette période un peu spécifique de Covid-19 où les recrutements qui se passent actuellement, là, on n'a pas encore suffisamment de recul, mais se passent aussi en distanciel et non en immersion dans l'entreprise. Donc, comment on les intègre pour qu'ils puissent se sentir bien engagés dans l'entreprise. En troisième chapitre, je vous propose la phase d'analyse des besoins dans le recrutement à distance. Alors, cette phase d'analyse des besoins, elle se décline quelle que soit en fait votre modalité. Là, l'accent que je souhaite porter, c'est qu'elle doit intégrer la dimension distancielle et digitale. Quelle que soit l'approche, cibler, analyser les besoins, c'est faire votre état des lieux employeur.
en vous posant la question, quels sont les facteurs d'attractivité de votre entreprise? Quels éléments vont séduire les gens et leur donner envie de vous répondre et de vous rejoindre? Donc, vous devez faire un diagnostic de votre démarche de recrutement. Politique, c'est peut-être un terme fort et de grande groupe, mais pour une petite entreprise qui veut recruter, c'est quelle est ma démarche? Comment je m'y prends? Vous posez la question, quel est mon profil? Est-ce que je suis sur un marché qui a peu de main-d'œuvre, locale ou pas? Votre recrutement nécessite-t-il des spécificités, une qualification? Quelle est votre notoriété? Avez-vous déjà passé des entretiens récemment pour ceux qui recrutent à des rythmes peut-être plus espacés? Quels sont vos indicateurs qui permettront de dire que votre recrutement est pertinent? Et puis, stratégie de recrutement. Qu'est-ce que vous voulez développer en termes d'attractivité? Qu'est-ce que vous voulez développer en termes de métier, en termes de produits, en termes de services? C'est peut-être aussi l'occasion pour vous de benchmarker sur votre environnement, la concurrence, les besoins, vos clients, et de mettre en place la solution la plus adaptée en fonction de votre culture. Alors, dans cette phase d'analyse du besoin, après l'état des lieux de vos pratiques en tant qu'employeur, c'est aussi la réflexion, je me mets à la place du candidat qui va postuler, comment je lui donne envie de me rejoindre, de se positionner ou pas. Ce qui nécessite donc de suivre en peut-être des marches de base, ces cycles-là, de savoir définir les activités, la localisation, la place dans l'organigramme, les moyens, les interlocuteurs de cette fonction, la mission de cette fonction-là, et de savoir clairement le traduire. C'est aussi savoir définir le profil en termes d'expérience nécessaire, de connaissance du secteur, de langue pratiquée, de compétences requises et de formation demandée. Alors, en bonne pratique, 2 points d'attention. L'attention sur les mentions discriminatoires, que je ne vais pas lister, mais vous aurez sur le PowerPoint, et c'est juste un mémo pour se dire que plus vous serez en distanciel et confronté à interagir sur la toile, plus il faut faire attention à ces mentions discriminatoires qui ont une résonance juridique sous-jacente. Donc, il est de bon usage de les rappeler. Tout va plus vite quand on est en distanciel et tout va plus vite quand on est sur la toile, la distanciel par la toile, bien sûr. Il est important aussi de raisonner expérience candidat, comme je l'ai un peu souligné tout à l'heure, de penser que votre candidat, c'est votre client. Et là, dans ces cas-là, vous avez un enjeu d'investissement, mais aussi un enjeu de communication en tant que recruteur. Cela suppose que vous sachiez communiquer suffisamment sur les éléments de votre offre pour permettre au candidat de se projeter dans ce nouvel environnement. Il est important de communiquer sur le processus, comment vous allez vous y prendre pour donner de la clarté, de la visibilité, confiance, de la crédibilité, d'utiliser les mêmes supports que les candidats en fonction de votre cible. Les jeunes aujourd'hui sont connectés, aiment la transparence, la réactivité à travers la toile. Si c'est ce profil-là que vous souhaitez développer, alignez-vous. Et vous pouvez utiliser de nouveaux outils comme les job boards, les réseaux sociaux, la cooptation si vous avez repéré à travers la toile des profils face à des fils de discussion, par exemple. Vous gagnerez en informant tout le long du processus et plus vous serez réactif, plus il y aura un effet d'aubaine. Et il faut savoir communiquer objectivement sur les raisons du rejet, parce que là aussi, les réactions sur la toile peuvent amener des retours négatifs. Donc là, en fait, à travers ce distanciel et l'usage du digital qui le permet dans une phase de recrutement, c'est toute la posture,
des nouveaux professionnels à travers le web qui se pose. Une fois cette phase plus autonome de réflexion sur les besoins, la deuxième phase, communication et sourcing. Il s'agit dans ce cas d'établir la relation, de veiller, d'attirer et d'interagir. Si on fait l'état des lieux, on repère que les supports liés au recrutement sont déjà digitalisés et distanciels dans cette phase de communication et dans cette phase de sourcing. Cet état des lieux de 2015 montrait déjà 87% de recours au site internet d'offres d'emploi, au service public de l'emploi à hauteur de 77%, l'usage des candidatures spontanées arrivées par les sites ou par mail, l'usage des réseaux sociaux, le principe de cooptation, les sites internet de carrière d'entreprise qui se sont développés depuis, l'usage des cabinets de recrutement, ainsi que l'usage de la presse. Donc, on voit bien dans les forts éléments statistiques l'usage de ces formules à distance. Cela signifie que cette période n'est pas spécifique, on va continuer à s'y appuyer. Cela va continuer à amener peut-être les petites structures à prendre le pas en partageant avec elles sur ces facilités d'accès pour démystifier parfois ce cliché qu'elles ont que le distanciel et le digital, c'est une mise en œuvre complexe. Malgré tout, on repère des supports plus riches aujourd'hui et cette palette d'outils va du coup supposer la question de se dire quel est le bon qui convient à la situation à laquelle je suis confrontée. Et aussi, pour des questions de coût, quelle utilisation des outils est-il payant, gratuit, quelle adaptation, quelle cohérence avec ma communication, mon approche, mon image, marque employeur. Alors, je vous ai mis deux liens qui vous permettent d'avoir des outils dédiés à ces sourcings-là et vous verrez que je vous en propose encore dans les annexes beaucoup plus précisément. Elle vous donne une liste que vous pouvez activer en cliquant sur les liens directement et elle vous les définit dans la fonctionnalité qu'elles offrent. Si on devait les synthétiser, ces blocs de couleurs vous les exprime. Donc, il existe des CVTech et des job boards, des viviers de CV, de viviers de candidature. Il existe l'usage des réseaux sociaux. Vous pouvez repérer les candidats qui recherchent, qui sont en veille. On reparlera de la cooptation. Bon, toujours le petit joker sur les forums, salons de job dating, sauf si on les organise de façon distancielle. L'usage des serious games, des MOOC et les sites internet avec les recherches Google et Do You Buzz. Ce qui est important dans ces phases aujourd'hui, c'est cette situation inversée du candidat qui venait à votre devant et aujourd'hui cette logique où il est important que l'entreprise aille au devant. Si on regarde les premiers bâtonnets orange, ils vous montrent l'essor de la présence des entreprises, des recruteurs dans les entreprises sur les réseaux sociaux. On voit très net entre 2008 et 2016 cette croissance et si on avait des statistiques plus récentes, probablement on constaterait une augmentation qui continue. Ce qu'il est important, c'est d'être visible sur les réseaux sociaux, mais pas que. La visibilité, elle est court-termiste si on ne l'entretient pas. D'où l'importance de créer de l'interaction et de pouvoir utiliser des fonctionnalités comme j'ai déposé mon offre, mais aussi vous pouvez postuler, vous pouvez sauvegarder, vous pouvez signaler, vous pouvez transférer cette offre, voire éventuellement, avant même d'amener une candidature et un candidat qui postule, de pouvoir poser des questions. Ce qui amène cette troisième étape de dire, vous pouvez aussi créer de la conversation avant de rentrer dans votre processus de recrutement pour optimiser. L'objectif, c'est de gagner du temps, c'est de montrer aussi son dynamisme, sa réactivité, sa capacité d'échange que vous ne pouvez plus avoir ou différemment
à travers le présentiel. Donc, créer de la conversation, c'est créer des espaces à travers les sites, les réseaux sociaux, vous inviter à poser une question. Vous pouvez même parfois poser des challenges, stimuler des débats, des discussions, alimentés par des témoignages, alimentés par des photos. Tout ce qui humanisera, remettra l'humain, comme je l'ai exposé en préambule. Attention, distanciel, cela ne veut pas dire se priver de l'humain. Mais comment on le réhabilite? Là, c'est une possibilité. Autre voie attractive, c'est la transparence et aussi la transparence et votre agilité dans le process. Les candidats aujourd'hui vivent de moins en moins bien des procédures qui durent 3 mois, 6 mois. Et le fait de pouvoir afficher des délais, en 3 semaines, vous serez à telle étape, en 6 semaines, la candidature sera validée. Il y a un côté stimulant, de perspective, qui amène davantage d'interaction entre un candidat potentiel et l'entreprise. D'autres options, je n'ai pas de vignette sur cette slide-là, mais beaucoup d'entreprises créent leur page pour montrer et essayer d'engager, donc de cibler recrutement et engagement pour à terme fidéliser. Certains recruteurs mettent et présentent leur offre pas uniquement par écrit, mais annexent des vidéos, voire des témoignages de collaborateurs, notamment des équipes qui accueilleront les futurs candidats. Vous pouvez également présenter les avantages de l'entreprise. Pourquoi attendre le recrutement, la phase d'entretien définitive pour décliner les avantages qu'offre votre entreprise. Voilà quelques exemples qui vont aider à faciliter, faire en sorte que votre recrutement distanciel pourra s'effectuer dans des conditions qui resteront engageantes, confiantes et en établissant de la relation. Alors, souvent, on a des questions sur sourcing, mais qu'est-ce que c'est au juste? Alors, quand on parle de sourcing, on parle de recherche, on parle d'identification proactive, cherchant l'engagement des talents candidats ou non candidats. Les potentiels sont parfois cachés ou ne se déclarent pas parce qu'on ne pense pas que la relation ou la proposition soit pertinente. Il faut donc rompre avec ce cliché que le sourceur est une personne passive qui met une annonce et qui attend tranquillement que le candidat postule. C'est une ère qui n'est pas celle d'aujourd'hui et qui est importante parce que même si vous avez une personne qui est en charge du sourcing précédemment, ou même si vous endossez ce rôle de sourceur parce que vous gérez de A à Z toutes les strates de recrutement, vous devez être dans cette animation-là, dans cette veille, dans ce repérage, dans cette animation, tout ce qui permettra de faire en sorte que votre relation sera authentique et pérenne. Le rôle du sourceur, on dit qu'on aime à dire qu'elle s'arrête là où l'entretien commence. Donc, cela veut dire que si on regarde un peu plus près ces tâches-là, ça veut dire qu'il prend en main le besoin qui a été défini. Il travaille, affine, recueille des informations sur le poste descriptif de poste. C'est lui qui est stratège dans la recherche, l'usage des sources à utiliser, des outils. C'est lui qui va faire la correspondance entre les compétences repérées sur le marché et les besoins de compétences dans l'entreprise, qui réalise les diffusions ou pas d'une annonce. C'est lui qui va ensuite approcher le candidat, préqualifié généralement par une solution distancielle, qui jusqu'à présent se faisait par voie téléphonique, et qui va également constituer un vivier de personnes à contacter pour soit faire un comparatif, soit pour garder en pépinière
et il a parfois un rôle d'animation d'une communauté, ce qui lui permet d'anticiper ses recrutements à venir. Certains praticiens situent le sourcing non pas comme une opération, une tâche à part entière dans le processus de recrutement, mais aiment avoir cette démarche comme transversale et continue tout le long du processus de recrutement. Pour avoir échangé avec des praticiens, le sourcing est souvent l'étape la plus chronophage. On me cite parfois le pourcentage de 60% de toute la chaîne d'opérations à réaliser quand on est dans une phase de recrutement. Et en conséquence, le marché a développé pléthore d'outils, d'où la proposition de mettre des annexes à ce webinaire pour que vous puissiez être outillés si vous êtes dans cette situation-là. Alors, les annexes sont très riches parce que les outils sont très riches. Je les ai catégorisés à travers ces briques-là. Et vous verrez que la liste est parfois longue, il faut savoir se repérer sur le bon outil. Alors, dans les annexes, je vous ai proposé des liens directs, interactifs, que vous pouvez activer par simple clic, et vous aurez une proposition de définition pour vérifier si cela répond à votre besoin et que vous ne vous perdiez pas dans, ce répertoire-là. Alors là, dans le webinaire, quelques repérages de fonctionnalités en termes d'outils sourcing. Il existe les moteurs de recherche. Certains sont gratuits et il en existe bien évidemment de payants parce qu'ils offrent des ciblages beaucoup plus précis. Vous allez pouvoir trouver des outils pour mesurer et évaluer votre démarche, pouvoir suivre le nombre de clics, le nombre de rebonds, le nombre de questions, les suivre. Vous pouvez aussi avoir des outils qui vous proposent de trouver les coordonnées mail ou téléphone et de gérer ainsi un portefeuille de contacts. Il existe des outils pour optimiser votre productivité, notamment sur la tâche sourcing. Puisque les réseaux sociaux se sont énormément développés sur ce créneau du recrutement, il existe des outils pour sourcer sur Twitter, Facebook, LinkedIn et Google. Vous allez pouvoir trouver aussi une liste d'outils qui vous permet d'organiser et de fluidifier vos messages et vos approches candidats. Il existe des outils spécifiques que j'ai nommés inclassables avec des fonctionnalités un petit peu atypiques que vous découvrirez. Des outils de gestion du processus de candidature, j'y reviendrai tout à l'heure, que l'on appelle ATS. Et il existe enfin des plateformes de sourcing et de mise en relation. Alors, j'ai parlé du terme ATS, nous allons le démystifier maintenant. Quand on parle d'ATS, c'est en fait un logiciel qui peut être intégré ou pas dans les CRM, qui gère tout le processus de recrutement de bout à bout. Il a des fonctionnalités précieuses puisqu'il permet de récolter des CV sur un site carrière, de poster des annonces, de récolter des candidatures spontanées, de traiter, de gérer, de diffuser une annonce en un seul clic, de suivre votre processus et votre état d'avancée, d'identifier des profils et d'entretenir des viviers, d'organiser des entretiens, avec parfois des possibilités d'organiser des entretiens vidéo. Et dans notre préoccupation distancielle, c'est intéressant d'explorer ces télééchanges-là et aussi de partager des profils entre recruteurs pour gagner du temps et travailler en collaboration sur les profils. Vous créez donc des pépinières. Alors, on pourrait imaginer que ces ATS, c'est une résonance grand groupe. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a 68% d'utilisateurs qui sont des entreprises de plus de 5000 salariés, 27% en moyenne en France et 13% sont des très petites entreprises. Somme toute, l'enjeu, c'est quand même de savoir gérer soit la masse, mais aussi d'avoir des approches dématérialisées et de se simplifier la tâche et de pouvoir avoir des outils de pilotage. Donc, c'est accessible à tout niveau et le marché propose des ATS simplifiés qui vous permet d'avoir des accès gratuits. Alors parfois, en fonction du nombre de candidatures, vous pouvez avoir des formules graduelles. Il n'est pas nécessaire de penser plateforme SaaS avec des fortes granulométries, enfin volumétrie derrière. Donc,
c'est une invitation aux petites structures de penser à optimiser vos processus de candidature, surtout si vous êtes seul, avec des outils de la sorte. Dans les annexes, vous trouverez ces propositions d'outils-là listées. Les candidats d'aujourd'hui, il faut l'avoir en tête, ce sont des candidats qui sont digitaux, hyper connectés en réseau et qui demandent de la transparence et de l'information. Donc, plus vous allez vous aligner à ce profil de candidat type de cette ère, plus vous aurez les chances d'être en phase. Autre étape, les phases de présélection et de sélection. C'est surtout cette étape-là qui va poser la question du présentiel et du distanciel, puisque nous avons vu préalablement, dans la phase d'analyse de besoins, c'est plutôt une phase autonome. Dans la phase de sourcing et de communication, on est plus à l'usage des solutions digitales et de repérage avec une pléthore d'outils qui existent, et le danger et le piège, c'est d'ailleurs de savoir les repérer. Dans cette phase de présélection et de sélection, on est quand même dans une phase d'entretien, de bilatéral ou de petits groupes. Et là, quelle est la place du distanciel? Comment peut-il se substituer à ce qu'on avait l'habitude de pratiquer en présentiel? Alors, la phase de présélection. La phase de présélection se menait déjà plus ou moins dans des phases distancielles. L'objectif premier était le gain de temps. Dans cette phase-là, l'objectif qui est recherché, c'est d'obtenir des informations complémentaires pour vérifier la disponibilité, la mobilité, la motivation, les premiers arguments, les niveaux de rémunération et donner au candidat la possibilité de compléter son CV ou de commenter son parcours. Si l'usage du téléphone était privilégié, la visio est arrivée pour compléter et certains, du coup, ont pu explorer cette solution d'échange par cette première phase d'entretien préalable. Ce qui va se renforcer, même dans la phase d'entretien bilatéral par la suite, qui avait l'habitude de s'effectuer en présentiel. Dans ces phases-là, il est bien sûr important de respecter les procédures d'entretien, de se présenter, de rappeler les éléments du poste, le poids et l'importance des questions, de valider les informations, de donner envie, et puis ensuite d'être clair sur la procédure à suivre, de fixer un entretien si ça l'amène, mais aussi de savoir dire non et de l'expliquer, l'objectif étant d'optimiser ces phases d'entretien, de gagner du temps dans la phase de recrutement et de donner la place du présentiel la plus adéquate. Se pose quand même la question de passer d'entretien face à face à un entretien présentiel. Est-ce qu'on peut s'en passer? Comment ça se passe? Voilà. Alors, l'objectif à travers ma diapositive, c'est de démystifier l'entretien physique de recruter nos mœurs, de recruter sans contact humain. Mais en même temps, si on est factuel, l'essentiel du processus de recrutement peut tout à fait être réalisé à distance. C'était déjà le cas des entretiens, des processus de recrutement qui se passent à l'international. Alors, comment? En développant les méthodes d'entretien à distance. Et les outils existent, en pouvant utiliser aussi bien les outils bureautiques, enfin les PC, les tablettes, les mobiles, le téléphone, les chats ou les blocs. Et c'est possible en structurant les entretiens, en y intégrant des questions comportementales et des mises en situation. Donc, techniquement, il n'y a pas d'obstacle. Par contre, c'est vrai que l'entretien à distance déstabilise car il décale le ressenti et la notion de feeling se perd. Ça veut dire que là, on va passer d'une logique de jugement à une logique d'évaluation qui va demander encore plus de rigueur pour rechercher l'information qui peut-être viendrait plus spontanément, réellement dans un contact présentiel. Et là, il va falloir le décrypter dans une logique distancielle. Un piège serait de perdre en exigence avec cet éloignement
Et l'objectif, c'est que même à travers la toile, par exemple, il convient toujours de garder le même niveau d'exigence que si l'action se menait en présentiel. Le même niveau de certitude à la fin du process, le même niveau de qualité d'expérience candidat à chaque personne interviewée. Et une fois que l'on a validé, finalement, on devrait pouvoir savoir si l'on a envie de travailler, en tout cas c'est la question qu'il faut qu'on se pose, si l'on a envie de travailler ou de collaborer avec le candidat avec lequel on a eu un échange. C'est l'opportunité de délayer les entretiens tout le long du processus de recrutement plus facilement, puisque là, du coup, on ne convoque pas le temps du présentiel ou autre. Cela rend une fluidité, peut-être des entretiens plus courts, plus listés, en continu, pour capter des éléments plus qualitatifs, avec parfois peut-être des objectifs différents, des timings, des durées différents et des objectifs différents pour pouvoir utiliser les outils digitaux les plus adaptés. Vous pourriez très bien imaginer des visios bilatérales pour un face-à-face. Vous pourriez très bien imaginer des études de cas, des travaux de groupe en utilisant des formules similaires aux classes virtuelles, aux web meetings de groupe. Vous pourriez très bien imaginer des solutions de quiz, d'enquête, voire même identifier des phases enregistrées pour archivage et faire des feedbacks. Pour vous nourrir de ces différents outils, je vous ai fait un petit tableau qui les identifie. Vous trouverez donc des outils pour faire une vidéo. Les outils qui sont listés là sont des outils gratuits. Vous pourrez aussi trouver des outils pour mener des webinaires ou des espaces collaboratifs. Et pour alimenter, vous proposez des solutions peut-être innovantes d'animation dans les recrutements, des créations de nuages de mots, créer des QSCM ou alors des animations créatives. Là aussi, même principe qu'évoqué préalablement, vous pouvez cliquer sur les liens pour aller directement sur les sites et découvrir les solutions. Soit en présentiel ou en distanciel, vous ne devez pas oublier le cheminement d'un recrutement, d'un entretien de recrutement. Il est important de se dire à quoi ça sert et d'avoir en tête que poser des questions, c'est un art et il faut bien être rigoureux là-dessus, notamment avec cette logique de distance qui peut flouter les perceptions qu'on avait initialement. Donc, je les rappelle, une phase de recrutement, c'est savoir accueillir, découvrir, investiguer, amener à se projeter, négocier et décider. Donc, une formule un peu en entonnoir. Et dans les questions que vous devez appréhender, c'est poser des questions qui permettent de repérer les motivations, les compétences, les comportements professionnels et les aptitudes à collaborer. Donc, on se centre sur le candidat dans un premier temps, on se centre sur le poste. On pourrait imaginer un webinaire sur l'art de poser des questions. Je fais appel à la rubrique questions-réponses et à votre manifestation d'intérêt si vous souhaitez que ce soit le cas. En termes de pense-bête, les 12 points à retenir pour cette phase-là, ce qui est important, c'est encore plus à travers la toile et la distance, c'est de bien préparer, poser des questions pour vous permettre de capter, écouter, observer et ressentir un maximum dans une phase éloignée. Donc, ne pas oublier que l'entretien se prépare, de faire l'entretien avec un collaborateur et auquel cas vous pouvez répartir les rôles. Il faut amener à aller du déclaratif au démontré, donc amener un questionnement qui amène cette transition-là. Être tenace dans la recherche d'infos, chercher la preuve, chercher des faits vécus, des illustrations, cerner la faculté d'adaptation de votre individu, ne pas oublier de l'interroger sur le registre de la compétence, de la motivation, de son potentiel,
de reformuler, notamment à travers la toile, ça peut être important de reformuler. Vous n'êtes pas à l'abri d'avoir des parasites ou des bugs techniques lors de votre intervention. N'oubliez pas de recruter sans discriminer et je vous renvoie à la slide qui identifie les thèmes, les points d'attention. Vous avez la possibilité de mener votre démarche avec des outils de grille d'entretien, de grille d'évaluation que vous pouvez préalablement réaliser. N'oubliez pas d'être dans l'échange et surtout de laisser la place aux candidats. La prise de notes, elle est à doser. L'avantage, c'est que si vous utilisez ces visios, ces entretiens de façon au fil de l'eau de la phase de recrutement, vous aurez la possibilité d'avoir plus d'échanges et de plus courts avec des prises de notes plus ciblées. Et ensuite, vous pouvez mettre en place des tests en ligne, voire même créer des mises en situation, demander des références pour compléter votre profilage. L'ensemble de ces éléments doivent vous amener à la décision finale, chapitre que nous allons entamer bientôt. Alors, il y a une étape qu'il ne faut pas oublier, c'est d'informer les équipes d'accueil de votre étape de et du candidat potentiel. C'est souvent une phase qui est oubliée parce que comme tout le monde est éloigné, eh bien, on pense à sa relation avec le candidat potentiel. Et il ne faut pas oublier l'entreprise qui va l'accueillir. Donc, vous êtes une interface. Donc, il ne faut pas oublier d'informer sur le contexte de votre étape, des objectifs attendus, de là où vous en êtes, d'être clair sur le processus, de donner des réponses, de suivre, de partager aussi les atouts repérés, de partager peut-être les questions que vous vous posez, de favoriser le dialogue et puis de les écouter pour qu'ils vous aident à approfondir et de sécuriser votre recrutement. Donc, il est important de leur faire des feedbacks et de débriefer. Et aujourd'hui, vous avez des outils collaboratifs à distance. Vous pouvez aussi réutiliser les visios pour échanger interne dans l'entreprise sur ce point. Maintenant, parlons de la phase décision-intégration en bout de la chaîne. Alors, dans cette phase de décision et d'intégration, on va se retrouver dans le même contexte que pour l'analyse de besoins. C'est plutôt une phase autonome. En même temps, elle est cruciale parce que là, il s'agit de décider, d'évaluer les candidatures. On identifie généralement 3 axes qu'il faut explorer, les compétences attendues, avec la question le candidat est-il en mesure de réaliser les tâches et les activités liées au poste au vu des partages que vous avez réalisés, de vérifier et d'évaluer la motivation, est-elle suffisante pour réaliser les missions et intégrer ce nouvel environnement de travail, et aussi de repérer le potentiel d'évolution dans l'entreprise avec les collaborateurs existants. Quelles sont les capacités à apprendre, à se former, d'adaptation dans l'entreprise et sur votre marché. Donc, il existe des grilles de décision dans ce cas. N'oubliez pas d'être dans le factuel et d'argumenter objectivement vos choix. Et là, vous pouvez échanger avec l'échelle managériale, les opérationnels et la direction, de répertorier les éléments identifiés ou encore les écarts, d'identifier les points de vigilance pour l'intégration et d'expliquer objectivement les motifs de refus aux candidats. Et là, c'est important de les motiver, d'autant plus que vous allez être dans une situation distancielle, parfois uniquement digitalisée, où les motifs de refus doivent être vraiment clairs, transparents et suivis au regard des précautions que j'ai pu indiquer en préambule. Cette phase de décision étant faite, parlons d'intégration. Votre recrutement sera réussi si le candidat reste. Et pour éviter les incompréhensions, il faut prendre soin à cette intégration, ne serait-ce qu'il ne faut pas oublier que vous avez des périodes d'essai
qui permettent du coup de revoir le retour sur investissement de votre opération. Donc, il est bien de sécuriser la compréhension des missions en situation. Alors, même si on est à distance, mais c'est de faire en sorte que votre collaborateur à distance s'intègre bien avec des échanges avec des collaborateurs internes et accès à des bases, vos ressources documentaires, puisse avoir des feedbacks de professionnels, puisse les interroger, donc des phases d'entretien interne, de rappeler les objectifs, les indicateurs, d'effectuer des points le plus réguliers possible. Plus on est en distance, plus cette notion de régularité des points et des rapports d'étonnement vont être précieux pour éviter la rupture court terme. Et là, vous pouvez aussi user des supports autres que les visios à travers les appels téléphoniques, les mails, et toujours d'inciter, faire attention que les équipes soient informées. Alors, quand on dit intégration, les intégrations, et là, il faudra qu'on benchmark, c'est comment sont passées les intégrations dans cette période de Covid. Quoi qu'il en soit, vous devez penser en cette période-là l'usage des gestes barrières dans les métiers qui nécessitent une intégration présentielle, et sinon d'être précautionneux dans la mise à disposition des ressources pour que l'intégration distancielle se passe bien et que la personne ne souffre pas d'isolement, parce qu'elle n'est pas connue, elle n'est pas identifiée à ce stade. Sur ce point-là, dans la phase d'intégration, il peut y avoir des temps de formation et de développement des compétences. Dans ce cas, je vous invite à découvrir en replay le webinaire du 24 avril qui est accessible sur notre plateforme collaborative Campnum et qui vous permet du coup de refaire cet exercice sur formation et développement des compétences. Comment je peux jouer cet exercice-là en cette période qui amène du distanciel. Alors, dans cette partie, il s'agit de parler des freins et des leviers du recrutement à distance, parce que là, on a passé au crible sa globalité et les étapes clés. Il faut se dire que bon nombre d'avantages ont été repérés, mais aussi d'inconvénients. Donc, l'idée, c'est de faire des avantages, des leviers pour embarquer et optimiser ces conditions de réussite. Et les inconvénients, de les repérer pour ne pas tomber dans ces travers et de voir quels sont les antidotes que l'on peut développer. Alors, dans les avantages, ce que l'on peut dire, c'est que ce distanciel et l'usage des solutions digitales permet du recrutement rapide, moins coûteux, permet de cibler plus large, puisque du coup, on ne se limite pas à sa zone géographique, par exemple, ou un recrutement de proximité. Que les recruteurs, à travers ces solutions, peuvent intégrer des questions annexes de sondage, de questionnaires de personnalité, de façon systématique, immédiatement traitée, ce qui limite d'emblée des processus sur des candidatures trop éloignées, non pertinentes pour utiliser le qualificatif de cette slide. Ce qu'il faut se dire, par contre, à l'inverse, c'est qu'en utilisant ces supports digitaux, les candidats ont plus facilement accès à de nombreuses informations concernant les entreprises. Donc là aussi, elles peuvent chercher, elles peuvent avoir des informations et du coup peuvent poser des questions plus larges que ceux pour lesquels elles postulent. Donc il y a un point d'attention là-dessus. Les outils en ligne comme Skype, mais j'en ai cité d'autres dans les outils mis à disposition comme Teams, comme Zoom, ou FaceTime, comme WhatsApp, comme Messenger, permettent de pouvoir organiser des et des téléconsultations, et donc du coup de faciliter le rapprochement candidat-recruteur. Il existe des solutions qui ne résonnent qu'en bilatéral, mais vous pouvez aussi trouver des solutions qui permettent de travailler en petits groupes si vous voulez organiser par exemple des challenges, des débats, des discussions pour repérer des potentiels. Pour les entreprises, le recrutement en ligne simplifie l'enregistrement des CV dans des bases de données actualisées, consultables 24 heures sur 24. Donc là aussi,
on gagne en spectre. Et ces sites offrent souvent la possibilité de mettre à jour les annonces en un simple clic, d'où la notion de rapidité, de simplification de cette dématérialisation-là. Cet usage-là permet aussi de vérifier les données, mais il faut être prudent parce que si on ne vérifie pas les données, la toile aussi montre que les informations transmises peuvent être erronées. Donc, la logique de vérification est un avantage, mais aussi un inconvénient. C'est un peu pour être sur les deux registres. En inconvénient, qu'avons-nous repéré? Alors, de nouveaux emplois spécialisés nécessitent quand même des entretiens en face à face. Parfois, on est bloqué sur des phases tests de recrutement quand on a besoin, par exemple, d'évaluer des habilités professionnelles ou des gestes professionnels. Elle ne permet pas d'étudier la communication non verbale. Alors, peut-être sur le visage, si certains sont habiles à repérer des mimiques, des sourires ou autres, mais en tout cas pas l'usage parfois des mains ou d'autres parties du corps. La limite est aussi dans la capacité à faire visiter l'entreprise et à rencontrer d'autres pairs, sauf si on imagine des solutions de vidéos immersives qui présentent l'entreprise avec des réalités virtuelles ou alors l'intervention de professionnels en situation. L'autre inconvénient, c'est qu'on n'est pas à l'abri de défaillances techniques. Donc, ça suppose aussi qu'on soit armé en termes de connexion et d'utilisation de son matériel. Et parfois, ces modalités de recrutement ne sont pas forcément attractives pour les candidats. Voilà. Donc, se pose aussi la vérification des données. Certains sur LinkedIn, 70% des données sont fausses. Donc, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Si ça peut être un avantage quand on cherche et quand on creuse, ça peut être un inconvénient si on croit de premier abord tout ce qui est évoqué. Alors, plus globalement, ça pose la question du recruteur dans cet écosystème, ce nouvel écosystème distanciel et digital. Ça peut être une vraie barrière avant de trouver ses marques. Ça amène aussi l'évolution du métier de recruteur qui n'est pas uniquement celui qui étudie les candidatures. Il est aussi veilleur, il anime, il est en interface des experts métiers, il se constitue des pépinières. Donc, son spectre se développe, s'enrichit. Si on regarde les pratiques, parfois le manque d'accompagnement n'est pas toujours adapté à la situation. Donc, il y a parfois de la résistance au changement dans les pratiques de recrutement. Donc, ce qu'on peut entendre, le temps qu'on soit à l'aise avec cette démarche-là. Mais somme toute, accompagner dans la phase d'intégration, ce n'est pas toujours penser. Et penser sur tout le processus, ce risque à l'isolement d'information. Voilà. Donc, ça suppose que tout le long du processus de recrutement, cette distance doit être pensée à chaque étape et à chaque étape, il doit y avoir une mesure d'accompagnement. Autre point d'attention, c'est la question de la sécurité des données, puisqu'on expose quand même des données qui sont personnelles. Et donc, à l'heure de la RGPD, il convient de se sécuriser sur ce point. Alors, je vous ai promis quelques illustrations, j'en ai choisi 4. Alors, d'entreprises qui n'ont pas à voir avec notre secteur, mais ça mérite d'être regardé pour être peut-être transposé. Par exemple, Uber a pensé un système de serious game et de jeu du code de la route pour repérer et recruter des ressources. Cela se déploie aujourd'hui dans le différents mondes, hein, ce créneau de la gamification pour repérer, mais également cela s'utilise en guise de test, de personnalité pour faire des profilages.
Côté secteur alimentaire, nous avons, comme la RATP Eurotunnel, exploré l'usage de MOOC pour attirer, sélectionner, repérer les talents, notamment sur des métiers en tension, comme les métiers de conducteur de ligne de machine ou technicien de maintenance. ADECO également a imaginé sa planète pour permettre de se mettre dans la peau d'un jeune recruteur pour du coup repérer les secteurs d'activité, saisir les opportunités de carrière de la part de candidats. Alors, ce webinaire touche à sa fin. J'espère que du coup, je vous ai mis en veille sur ces pratiques à développer, à penser à l'ère du distanciel. J'ai envie de vous donner les prochaines dates du webinaire pour vous inciter à nous suivre. Alors, les prochaines dates, le 15 mai, vous aurez un webinaire qui s'intitule « Former et développer les compétences de l'offre régionale ». C'est le signe de webinaire sur l'offre de services au CAPIAT, à destination des entreprises. Le 19 mai, vous aurez développé les compétences à l'ère du numérique. C'est la deuxième partie. Et ce webinaire appartient au cycle de webinaire pour les actifs. Le cycle de webinaire Innovation, Transformation pédagogique et digitale a pour thème les nouvelles compétences. Il se jouera le 29 mai. Vous avez en bleu les liens pour vous inscrire. Tous les webinaires, tout notre cycle est accessible en replay sur notre plateforme collaborative qui fédère toutes les parties prenantes autour du digital, autour de la formation et développement des compétences et aussi le thème que nous avons abordé aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre et n'hésitez pas à cliquer sur les liens pour vous inscrire. Vous pourrez aussi accéder à la programmation de toute l'année 2020. Il nous reste à vous remercier et à aussi vous inciter à aller voir les annexes qui vous présentent cette batterie d'outils identifiés tout à l'heure. Je vous donne un aperçu d'un point de vue visuel pour que vous puissiez, que ça vous donne envie de les regarder, de les utiliser. Vous verrez que bon nombre sont gratuits pour notre objectif étant d'être pratico-pratique et accessible à tous. Voilà, je vous souhaite une belle continuation, un bon usage de ce webinaire. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques, à nous proposer d'autres thèmes. À bientôt.